3 septembre 1939. La nouvelle provocation du chancelier allemand Hitler, qui a lancé l'invasion de la Pologne 2 jours auparavant, finit par décider la France et l'Angleterre de déclarer la guerre à l'Allemagne. Ce sont plus de 5 200 000 Français qui sont mobilisés pour s'engager dans l'effort de cette guerre, qui deviendra mondiale et qui sera la plus sanglante de toute l'histoire de l'humanité. Au-delà des grandes manœuvres, dirigées et orchestrées par quelques leaders des grandes puissances, ce conflit sera, comme tous les autres et avant tout, un épisode vécu par des hommes et des femmes qui connaîtront les drames de la séparation, des privations, de l'angoisse, de la terreur et souvent de la mort et du deuil. Marius Hérisson et sa femme Marguerite, mon grand-père et ma grand-mère, font partie de ces anonymes. Leur histoire, avec un petit H, fait partie de l'histoire avec un grand H et éclaire d'un jour particulier cette époque que l'on ne connaît souvent que par les récits des historiens qui s'attachent davantage à nous conter les événements marquants de cette époque. Au travers des récits de Marius, indéniablement muni de talent de conteur, ainsi que de Marguerite, mais aussi grâce aux nombreuses lettres que les deux époux se sont envoyées et dont la plus grande partie nous est parvenue, il est possible de retracer ces temps où se mêlent détresse et joie, inquiétude et espérance, qui verront ces gens ordinaires accomplir des actes héroïques inimaginables. Et de comprendre que c'est grâce à une résilience incroyable, mais aussi et surtout à une foi inébranlable dans le Dieu vivant, qu'ils vont venir à bout de cette aventure qui frôle parfois le rocambolesque. Marius et Marguerite se marient en octobre 1933. Ils ont une première fille, Mariette, ma mère, en 1934, et un deuxième fils, Daniel, en 1935. En 1939, le couple et leurs 2 enfants vivent à Pont-de-Mer, dans l'Eure. Marius est ouvrier dans une tannerie et Marguerite travaille à la maison. Marius, dont le père est mort lors de la Première Guerre mondiale, a 29 ans quand les événements se précipitent. On a entendu les cloches sonner, Le les tocsin. tocsins. C'était déclaration de la guerre. Moi, j'avais sur mon fascicule de mon livret militaire. En cas de guerre, je devais partir immédiatement et sans délai. Donc, il n'y avait pas... dès que le tocsin commençait à sonner, je devais partir aussitôt. Je suis parti le lendemain midi. J'ai pris le train à Pont-de-Mer, qu'il y avait la ligne à cette époque-là, et j'ai rejoint Rouen. On devait être mobilisé à Darnétal. Ça a duré une huitaine de jours, à peu près, je crois, temps de voir les chevaux, parce que c'était des chevaux de cultivateurs qui avaient été réquisitionnés, que l'État devait donner. Alors c'était dans une laiterie. Mais moi, je n'ai pas beaucoup connu cette laiterie-là, parce que dès que je suis arrivé à Darnétal, tout de suite, il a fallu quelqu'un, un brigadier, 3 hommes pour aller, il paraît, garder la gare de cette ville, Saint-Villers-Rouen. Alors, on est arrivé là, on était pendant 4 jours, 4-5 jours, peut-être là, donc on faisait rien du tout. On se promenait à Rouen, tout cela, on faisait rien. Marguerite fait un premier voyage pour aller voir Marius, le vendredi 8 septembre en autocar. De la gare où il a été affecté, il observe un exode pathétique. Cela me brise le cœur aujourd'hui de voir cette détresse en gare, pour ceux qui viennent de Paris et du Nord et qui sont évacués. Les malheureuses femmes et enfants, cela n'est pas croyable. Un beau jour, on a dit, on va passer pour des déserteurs, on va rejoindre à Darnétal. Alors on s'est envoyé de Darnétal, de Rouen, de Sotteville, on s'est envoyé à pied, tous les 4, puis on a rejoint Darnétal. Et quand on est arrivé à Darnétal, les chevaux étaient tout prêts, attelés et tout, une demi-heure après, ils partaient. Mais nous, on n'était pas dans le lot. On n'était pas dans le lot. Et nous voyant arriver, immédiatement, tout de suite, ils nous ont embarqués comme ça, avec eux, comme ça. Ils m'ont mis un cheval dans les mains. Ils m'ont mis tout de suite un cheval dans les mains. Ils m'ont dit, vous ferez ci, vous ferez ça. Bon, on a été embarqués à Saint-Sever. On a redescendu avec les chevaux, les canons et tout.
parce que les canons étaient là, hein, tout était prêt, les caissons, il y avait tout ce qu'il faut comme ravitaillement, parce qu'il en faut du ravitaillement pour des chevaux. On est redescendu à Saint-Nazaire, on a embarqué à Saint-Nazaire, c'est là qu'on a débarqué à Cambrai. Ce mois de septembre 1939 marque le début d'une période d'incertitude que l'on appellera, comme Marius le fera lui-même dans une de ses lettres, la drôle de guerre. Le conflit commence donc par la mobilisation d'une armée dont l'opinion publique est convaincue qu'elle est imbattable et qu'elle va mettre fin au plan hégémonique d'Hitler. Mais dont le souvenir de la Première Guerre mondiale étant encore vif, ne veut pas que le sang des Français soit de nouveau versé. Comme beaucoup d'autres, le régiment du brigadier Marius Hérisson est envoyé dans le nord, près de la frontière belge, pour se préparer à une invasion de l'armée allemande par la Belgique, comme en 1914. La batterie de Marius débarque donc à Cambrai, avec tout le matériel de l'artillerie à cheval. On a dû former les chevaux, tout, hein, pour partir, parce qu'il y avait les canons, il y avait les chevaux, tout ça, les canons, les chariots, il y avait tout ce qui concerne la batterie, quoi. Là, on a dû gagner Meuves. Nous sommes dans une grange, et un bled où il n'y a rien. On couchait dans des meules de paille, des trucs comme ça, il n'y avait pas de lit. Il n'y avait pas de lit, hein. On couchait il faisait beau, c'était la bonne saison. La moisson avait été faite il n'y a pas plus longtemps, c'était au mois de septembre. Commence alors une période d'intense inactivité. On faisait rien, rien du tout. On attendait, on soignait les chevaux, tout ça. Fallait que les chevaux, on les soigne tous les jours. Hein. Alors on prenait quelquefois une garde, soit à l'écurie, soit n'importe. 4 jours plus tard, le bataillon se déplace à une trentaine de kilomètres plus au nord, à Écaillon. Ce moment est dur pour moi qui est seul au milieu de la tempête. Les conditions de vie sont évidemment précaires. Depuis que je suis parti de Darnétal, je n'ai pas d'échaussée, toujours dans la paille à l'abri des courants d'air. Tu sais, nous n'avons pas de lumière. Les lettres n'arrivent pas toutes. Marius sait qu'elles sont censurées, voire jetées. Je voudrais te recommander de ne me citer rien de qui que ce soit. La lettre irait au panier, et je crois que c'est cela qui arrive. Je ne te dis pas où je suis. On était libre de courrier, mais nos lettres étaient bien souvent décachetées pour voir ce qu'on mettait. On n'avait pas le droit de mettre... Ah oui, parce que c'était militaire. Entre nous, oui, mais des trucs militaires, il fallait surtout pas mettre où c'est qu'on était, où c'est qu'on était en occupation. Alors quelquefois, il y avait une lettre qui était ouverte. La 5e colonne. Les autorités françaises craignent l'espionnage, même parmi les Français, dont certains sont acquis à la propagande nazie. Certaines des lettres de Marius sont même barbouillées pour dissimuler leur provenance. Pendant ce temps, les femmes des soldats au front ont souvent du mal à survivre. Pour le travail, nous attendons toujours. Je dois aller ramasser des pommes en attendant autre chose, malgré que cela ne paie pas beaucoup, ce sera toujours ça. La famille de Marius, restée à Pont-de-Mer, s'organise et perçoit déjà les signes de la guerre à venir. Quand papy était à la guerre, on était souvent chez mes grands-parents. Même maman y habitait souvent chez ses parents, au Baquet. On vivait beaucoup chez mes grands-parents, mais ma mère ne vivait pas chez elle. Là. Maman ne vivait pas route de Bernay, là où moi je suis née. Hein. Maman vivait soit chez ses parents ou avec sa sœur. Chez sa sœur, mais surtout chez mes grands-parents. J'allais à l'école. Hein. En CP, je me souviens avoir eu une femme juive qui était incite, et malheureusement, comme elle était juive, elle s'était trouvée à avoir des problèmes, bien sûr, au début de 1940, en 39 et 40, quoi. En cette fin de septembre, les premiers refroidissements se font ressentir, à l'aube d'un hiver qui sera terrible. Pour l'instant, je ne suis nullement en danger, si ce n'est que le froid se fait sentir. En ce moment, nous couchons sous un hangar. Je sais que ça s'aggrave. Le bataillon de Marius restera 15 jours à Écaillon. Sur le point de partir se déroule alors un épisode étonnant. Son copain qui était avec lui là-bas, sa femme avait un petit bistrot, épicerie. Puis comme il fallait que je travaille, j'avais travaillé moi chez eux un petit peu. J'allais servir chez elle. Alors, donc elle savait, ou son mari aussi. Alors elle s'était rangée avec d'autres femmes. Ils avaient décidé de partir à plusieurs avec un chauffeur de taxi pour aller voir nos hommes. Donc on a fait plusieurs escales. Donc à Écaillon, on est arrivé le soir. Parce que le chauffeur de taxi, il était de la région là-bas, puis il était venu évacuer par là parce que c'était la guerre, quoi. Alors, il connaissait le coin, alors il dit, bon, ben, je vais vous déposer partout, c'est que
Donc là-bas, ils nous avaient mis à Écaillon, et là, ils partaient juste le soir qu'on arrivait. Alors on les a guettés partir sur le bord dans le village, quoi. Tout le monde était réuni dans le village pour les regarder partir. Le chauffeur de taxi nous a dit, on va suivre la trace des chevaux par le crottin. On va savoir où ils sont partis. On a roulé toute la nuit avec le chauffeur de taxi. Eux, ils ont suivi le crottin de cheval pour savoir où c'est qu'on allait. Parce que nous, on ne savait pas quand on partait. On n'avait pas dormi de la nuit. On avait toute la nuit avec les chevaux. On a fait comme marcher pour faire 12 km. On est parti le soir, peut-être 8-9h du soir. On était arrivé le matin vers 9h du matin. Alors, pour faire 12 nous km. aussi, ils se sont trompés, ils ont tourné. On dormait sur les chevaux. J'ai retrouvé le matin. À Bermerin. À Bermerin qu'on vous a retrouvé, oui. Et c'est là qu'on a resté ensemble, qu'on était se promener. Oui, j'ai demandé la permission pour sortir un petit peu. On était faire un tour dans la oui, campagne. c'est ça, oui. Il y avait même de bonnes gens qui nous avaient prêté leur chambre à Bermerin, en arrivant à Bermerin. Puis vous avez couché chez des habitants? Oui, toutes les deux, oui, j'ai couché avec elle, oui. Marguerite rentre donc en Normandie le dimanche 1er octobre. Une chose qui nous a fait arriver très tard, c'est qu'en arrivant dans la Somme, nous avons été ennuyés par le brouillard. Nous avons été obligés de marcher au ralenti. On aurait pu nous suivre facilement à pied. Nous avons le cœur très content d'avoir pu passer un moment de joie avec vous. Après cet intermède heureux, retour à la réalité de la vie militaire. Marius réalise régulièrement que l'armée n'est pas un milieu pour lui. Cette nuit, j'ai pris la garde par punition, à cause que je ne fais pas marcher les gars assez et que j'ai les commandes à leur guise. À Bermerin, Marius restera seulement 5 jours. Il refuse d'aller coucher chez des particuliers car le collègue avec qui il serait est un peu fêtard. Puis son bataillon se déplacera à Marly-les-Valenciennes, où il restera cette fois un peu plus de 2 mois, jusqu'au début du mois de décembre. Marly-les-Valenciennes. Je me rappelle qu'on avait le moyen de mettre les chevaux dans une briqueterie et de pouvoir les mettre un peu à l'abri parce que ça commençait déjà à avoir la froid. On ne voulait pas voir les chevaux qui arrivaient, qui étaient dans les écuries. Bon, ben, on ne faisait rien, on attendait. On attendait toujours. Hein. Alors, nous où c'est qu'on était, la briqueterie, elle était tout près du stade de Nagessé-Récolly à Valenciennes. Tout près, on allait jouer sur le ballon sur le stade. On n'avait rien à faire. On allait jouer au ballon sur le stade. J'avais une mitrailleuse pour les avions, si encore, c'était du simulacle. Quand on n'avait pas de balles, on n'avait rien du tout. Hein. Enfin, quand il y avait des avions qui passaient, si tu veux, était pointé vers l'avion, c'était tout. Hein. On ne tirait pas. On ne tirait pas du tout. La chose militaire n'est décidément pas son fort. Je ne suis plus brigadier de pièce, car d'après les chefs, j'ai trop de familiarité avec les hommes. Je viens de ramasser 8 jours de consigne pour m'être absenté pendant environ 1 minute d'une garde dont j'étais chargé. Il devient entre-temps brigadier artilleur. Dans l'artillerie comme dans l'infanterie, il faut des mitrailleuses, et tu sais que je ne sais pas trop me servir de cela. Le dimanche 8 octobre, il peut enfin se réjouir d'aller à l'église. Je demandais à assister à un culte protestant, et j'ai pu avoir le plaisir d'entendre la parole de Dieu. 2 semaines plus tard, ayant reçu de Marguerite l'adresse de l'église évangélique, il va au culte et en revient très joyeux. Je crois qu'en ce moment le Seigneur me gâte. J'étais très content, car j'ai senti l'Esprit de Dieu et j'ai passé un bon moment en sa présence. 2 dimanches plus tard, dans l'église évangélique, il fait alors une rencontre fort bienvenue en ces temps de solitude. Il y avait des chrétiens, on passait le culte le matin. Il y avait une chorale qui était formidable, ça marchait bien. Et puis des chrétiens, à la fin du culte, m'ont dit voulez-vous, on vous invite à la table si vous désirez venir à la table. Et puis ils m'ont emmené. Bon, on a fait connaissance. Ils m'ont invité à manger. Puis ils m'ont dit écoutez, si vous voulez revenir, vous viendrez quand vous voudrez. C'était à peu près à 3-4 km parce que je me rappelle y avoir été à pied. Le dimanche d'après, ils m'ont réinvité encore. Et le soir, il m'arrivait quelquefois de partir puis d'aller les voir chez eux. Plusieurs fois, il retourne à l'église. Et parfois, dans la semaine en vélo, il va chez les Danels. Malgré l'éloignement de sa vraie famille, il se réjouit de cette proximité avec des chrétiens qui lui procurent un lien presque familial. Naturellement, il met en lumière l'horreur de cette guerre avec sa foi dans un Dieu souverain. Si l'humanité voulait se tourner vers Dieu, ce serait le bonheur et la paix. À aucun moment il ne craint la mort. Sa foi en Dieu lui donne une extraordinaire confiance.
Il faut espérer que bientôt nous nous retrouverons ensemble, soit dans la gloire de Dieu, soit dans notre foyer. C'est en Jésus que je trouve mon appui. Marguerite lui envoie aussi des nouvelles de l'église de Pont-de-Mer et nourrit sa foi avec des cartes postales de versets bibliques et aussi des passages que le pasteur conseille de lire pour encourager les soldats au front, tels que le psaume 34. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Dans toutes ses lettres, il a un mot pour ses deux enfants. À Nénette, voilà ton petit papa qui t'aime et qui voudrait bien que sa petite fille soit bien sage. À Néné, papa vient bientôt voir son petit Néné chéri, le petit voyou. Le 29 octobre, il est heureux d'envoyer à Marguerite des photos qu'il a prises avec un collègue, des photos d'amateurs, dit-il. Les temps sont toujours difficiles pour Marguerite et ses enfants. Elle ramasse encore régulièrement des pommes dans l'attente des aides promises par l'État. Ils s'endorment avec nos sous. Le séjour à Marly-les-Valenciennes marque vraiment l'arrivée de l'hiver, qui sera un des pires du siècle. En cette fin du mois de novembre, le temps est réellement épouvantable. Ici, il fait très froid et il y a beaucoup de tempêtes. Il fait un temps à tout casser. Je crois que je n'ai pas encore vu un ouragan pareil. On croirait presque que le temps du déluge est revenu. Tout au long du mois de novembre, Marius espère la première permission tant attendue. De vaccins en alerte, les permissions semblent toujours reportées. Mais bientôt, on parle de changer de place. Après plusieurs jours d'incertitude, le 6 décembre, c'est en train cette fois qu'il quitte le nord pour aller dans l'est de la France, près de la ligne Maginot, à Ars-sur-Moselle dans un premier temps. Quand on est arrivé à Ars-sur-Moselle, on a débarqué. Ils m'ont fait appeler au bureau disant que j'avais une permission. Après 3 mois loin de sa famille, malgré 2 visites de Marguerite, dans un contexte pour le moins effrayant, Marius retrouve donc Pont-de-Mer pour 3 petites semaines. Mais bien loin de pouvoir jouir des siens à sa guise, il aura le courage de profiter de cette trêve pour reprendre le travail qu'il avait laissé avant sa mobilisation. Pendant la permission, je travaillais chez Costil, au Vernis. Bon, ils m'ont occupé pendant mon temps de permission. Hein? J'ai été demandé s'ils pouvaient me prendre pendant le temps de permission. Oui, il n'y a pas de problème. Je n'étais pas riche, hein. Il y avait les deux gosses qui étaient là, puis que la grand-mère gardait. Ta grand-mère avait juste que le machin militaire, comme il n'y avait pas grand-chose. Hein. C'est juste avant Noël que Marius devra repartir au front pour affronter ce terrible hiver 39-40 dans l'est de la France. C'est là qu'il continuera de subir cette drôle de guerre qui finira par voir l'armée française balayée par l'armée allemande et Marius fait prisonnier comme des centaines de milliers d'autres soldats, victimes de la désorganisation et l'incompétence des généraux français.